Les Jeux au niveau du boulodrome de l'esplanade de l'Amazone à Cotonou se poursuivent dans une très bonne ambiance. Au terme de la troisième journée, celle du lundi 11 septembre 2023, le Bénin s'est qualifié pour disputer la finale dans 2 catégories. La joie est immense. Le Bénin est en finale et c'est une bonne chose pour notre pays, pour notre peuple. C'est une bonne chose pour notre équipe. Je suis très heureux, je suis comblé. Je vais dédier cette qualification en finale à tous les Béninois qui croient en nous, à toute la fédération, à tous les acteurs de la famille de la pétanque béninoise et surtout au président de la République qui est un grand passionné et qui suit tout en direct. Maintenant, il faut se reconcentrer, préparer la finale calmement parce que ça va être un match important. Mais c'est bien quand on voit tout le suspense qu'il y a eu dans cette demi-finale. On la gagne sur le dernier mène à 4 points qu'on prend. C'est important. En tout cas, bravo à tout le monde. Restons humbles et continuons de travailler et de prier. Ça va aller. Des spectateurs ont également apprécié à sa juste valeur l'organisation de ces moments inoubliables qu'offrent ces 50e championnats mondiaux de pétanque au Bénin. Ce n'est pas parce que je suis devant la télé ou quoi, mais on a été sidérés par l'organisation, par l'endroit où se déroule ce championnat du monde, par l'accueil chaleureux. Vraiment, tout le monde a été épaté. Il n'y a pas que moi, il y a presque toutes les nations, on a discuté pendant les repas. Chapeau, et je remercie vivement M. le Président de la République d'abord, M. le ministre de la Jeunesse et des Sports, les organisateurs, la Fédération béninoise de pétanque et tous les gens de l'ordre qui ont veillé à ce que cette manifestation soit une grande réussite. Vraiment, c'est énorme. On ne pensait pas que c'était aussi beau. Et la pétanque, je ne connaissais pas beaucoup. Mais le Bénin a bien fait de l'accueillir parce que, et surtout à l'esplanade de l'Amazone. Donc moi, je suis très fière. Le Bénin aujourd'hui est au sommet de la pyramide de la pétanque. Donc c'est tant mieux pour nous. Et c'est grandiose ce qu'on a fait. On ne s'attendait pas à une telle réussite, mais aujourd'hui c'est fait. Il y a beaucoup d'ambiance. J'espère que le Bénin va être à la hauteur de ce qu'on attend de nous. Je suis très heureux aujourd'hui parce qu'on a commencé, ça fait... Dans les années 2004, on a commencé, grâce à Idriss Ibrahima. On a fait des voyages, on a fait la Coupe du Monde, on a fait la Coupe d'Afrique, on a été en France, en Belgique, en Thaïlande, tout ça. Donc c'était grâce à lui. Aujourd'hui, l'État prend la relève, on voit que ça peut bien se faire. Avant, on n'avait pas tellement confiance que ça pouvait réussir, mais aujourd'hui, grâce à l'implication de l'État, on y est et que Dieu nous accorde la chance de réussir et surtout qu'on le mérite aussi. Bravo pour tout le monde qui a participé, bravo pour le gouvernement béninois, bravo au président Idrissou et au président Azema pour tous les efforts faits pour que cette compétition arrive au Bénin. C'est un honneur pour nous de recevoir ce championnat du monde. Franchement, c'est très bien organisé, c'est très beau, c'est une fierté pour le Bénin. C'était très sympa, vraiment. C'était sympa de voir. Et moi, je suis italienne, mais malheureusement, l'Italie n'est pas là, mais ok. Lui est marocain, donc on garde le Maroc. Elle était bien, elle était chouette. On est venu voir la cérémonie d'ouverture. Elle était bien. Donc j'espère qu'elle va tout bien passer. Et voilà. La cérémonie était magnifique. Et chapeau à l'organisation et surtout à tout le peuple béninois. Parce que nous avons vu l'engouement et l'accompagnement de cet événement. Et ça a été très émouvant aussi. Et donc félicitations à l'organisation. Moi, mon conseil par rapport à ça, par rapport aux élèves, aux apprenants, la rentrée est proche. Bien vrai, ils sont en vacances. Maintenant, la rentrée, ils doivent savoir en même temps que leur cahier doit être à jour, tous les bics doivent être à jour. Là, maintenant, avec ça, ils vont commencer par réviser. Réviser en même temps pour que la rentrée soit normale pour eux. Mais s'il faut se contempler des distractions avec des jeux à la télé, c'est pas du tout normal. Je veux qu'ils soient conscients et savoir en même temps que la rentrée est proche et ils doivent se prendre au sérieux. J'aimerais dire au papa et à maman de prendre conscience de leurs enfants, parce que la rentrée est proche. Ils doivent
commencer par contrôler les enfants par rapport à leur distraction, parce qu'il doit couper un peu, il doit commencer par couper la distraction des enfants. Ceci, ah non, ceci n'est pas bon, comme la rentrée est proche, il doit en même temps commencer par fouiller leurs anciens trucs, leurs anciens cahiers, commencer par se gêner par rapport à ça, ouais, non. Et il doit en même temps, les parents doivent en même temps commencer par parler avec les enfants par rapport à la rentrée, comment la rentrée est proche, donc il doit en même temps s'occuper de tel, si, ouais, non. Comment c'est ça? Le temps est dur, mais on va prier Dieu de nous aider pour que nos enfants commencent la rentrée en paix et la joie. Donc pour les jouets et les ballons qui jouent et les télé qui regardent là, c'est les parents qui vont les supprimer ça. Pour qu'ils fassent ces choses-là à l'école, pour qu'ils surveillent bien à l'école. Ils vont supprimer les jeux qu'ils jouent là, les jeux qu'ils ont fait dans les vacances là, ils vont les supprimer et les enfants vont être intelligents à l'école. Nous devons suivre nos enfants, c'est important. Nous devons les suivre. Si les enfants commettent des actes qui ne sont pas bons, nous devons les corriger. Les tresses de la tête jusqu'aux fesses, ce n'est pas un acte pour un apprenant. Le fait de sortir, aller à la boîte et de revenir à 1h du matin, à 1h tarde la nuit, ce n'est pas bon pour un apprenant. D'ailleurs, ça ne donne pas de bonne image pour un apprenant. Ça ne le donne pas. Donc, des comportements comme ça, nous devons interdire à nos enfants de poser ces actes-là. Il s'agit ici des fidèles de la chapelle constitutionnelle du Christ, CCC. Ils renouvellent ce 9e jour du 9e mois au titre de l'année 2023 sur le site de Glodjigbe, leur alliance avec le Dieu de CCC, Dieu de Totimé. Cette alliance est scellée sous la houlette du général prophète Tcherné Totimé, fondateur de la chapelle constitutionnelle du Christ. 9 septembre, c'est un jour significant pour l'église CCC. La date du 9 septembre est une date mémorable pour CCC et l'homme de Dieu, le prophète Tcherné Totimé, qui est celui par qui ce ministère est arrivé, est en train de nous rappeler aujourd'hui que c'est le jour de l'alliance de CCC avec Dieu. Pourquoi? Parce que quand Dieu se manifeste dans chaque génération, il a une alliance particulière. Quand il s'est manifesté au temps de Noé, il a une alliance avec Noé. Quand il s'est manifesté au temps de Moïse, il a eu une alliance avec Moïse. Quand il s'est manifesté à David, il a eu une alliance avec David. Donc chaque génération, avec chaque génération, Dieu a une alliance. À CCC, il a donné la date du 9 septembre pour se rappeler de sa promesse pour CCC, de ce qu'il a demandé à son serviteur de faire, afin qu'il soit avec lui, avec tous ceux qui vont venir à lui pour l'adorer. Alors aujourd'hui, nous sommes en train de commémorer cette date-là, nous sommes en train de rappeler cette alliance, nous sommes en train de renouveler cette alliance avec le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham qui est en même temps le Dieu de Totimé. Et quand on marche dans l'alliance, quand on renouvelle l'alliance, Dieu se rappelle de sa parole et il agit fidèlement, il marche fidèlement selon le premier plan qu'il a eu avec son serviteur. Donc l'alliance de a des conditions particulières. À l'occasion de ce géant programme d'alliance avec Dieu, tous les fidèles présents ont communié au corps et au sang de Jésus-Christ, qui, pour le général prophète Tcherné Totimé, est symbole d'un repas qui donne vie en Jésus. Commémoration de la Sainte Seine, initiée par Jésus lors de son dernier repas avec ses disciples. Aujourd'hui, nous avons encore commémoré la Sainte Seine. Nous avons pris la Sainte Seine. Au temps de Jésus,
Et Jésus disait, rappelez-vous de la Sainte Seine, à chaque fois que vous allez communier à la table sainte, vous rappelez ma souffrance, ma mort et ma résurrection. Aujourd'hui, nous l'avons encore fait pour rappeler l'œuvre sacrificielle de Jésus. Alliance que me donne Jésus Christ, c'est pour le corps de Christ total. Pour chaque personne qui va Jésus Christ dit. Louange, adoration et prière, tout était au rendez-vous pour entrer en contact avec Dieu. On assiste également à un long fil de prise de parole pour témoigner de la fidélité, de la grandeur et de la puissance de Dieu de Totimé. Le général prophète Charné Totimé n'a pas manqué d'inviter toute la population béninoise et d'ailleurs à venir goûter aux merveilles et à la puissance de Dieu de CCC. Et enfin, l'homme de Dieu invite toute personne qui suit CCC de loin, de ne pas rester loin pour juger, mais de se rapprocher de CCC, de venir voir. Pourquoi? Parce que quand tu es prophète, l'appel que tu as, ce que tu es appelé à faire, c'est différent de ce qu'un pasteur est appelé à faire. C'est différent de ce qu'un apôtre est appelé à faire. C'est différent de ce qu'un évangéliste est appelé à faire. C'est un prophète. Dieu l'a appelé dans un ministère prophétique que nous venions expérimenter la puissance prophétique de Dieu. Et là, nous pouvons vraiment savoir si vraiment c'est de Dieu que cela vient. Voilà, et c'est le 9 septembre de tous les années. Et c'est une fête d'alliance. Nous renouvelons notre alliance avec Dieu que nous adorons. Et quand tu es ensemble avec Dieu, il est important de pouvoir lui renouveler tout ce qu'il fait dans ta vie. Et nous sommes confiés au Dieu Tout-Puissant et il reste ensemble avec nous, il nous protège pendant toute l'année et dans toutes les circonstances. Ce que moi je gagne précisément est que nous avons l'assurance. Nous avons l'assurance dans l'adoration de Dieu ici à CCC. Et Dieu nous prouve et nous montre toujours combien de fois il est capable de gérer nos situations. Donc c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui pour renouveler notre alliance avec Dieu. Et je veux dire, moi, je vais témoigner un peu de moi. Je n'étais pas comme je suis aujourd'hui. Mais par la grâce, par l'alliance, j'ai pu faire ce que j'ai pu réaliser beaucoup de choses aujourd'hui. Et je bénis l'Éternel. J'ai gagné beaucoup de choses dans CCC. Je peux même vous dire que depuis que je suis venu à CCC, CCC a changé ma vie. CCC a changé ma vie. Je viens de très loin avant de venir dans CCC. En un mot, CCC a changé ma vie. Nous ne pouvons commencer sans remercier le Dieu de Totimé, le Dieu de CCC, le Dieu qui nous a toujours protégés et qui continue toujours de nous protéger. Avec le Dieu de Totimé, nous avons l'assurance de la protection divine. Nous savons que ce Dieu-là, il nous protège contre tout le mal que l'ennemi peut vouloir nous faire. Donc nous le remercions par rapport à ça. Le Dieu de Totimé, c'est le Dieu qui nous accompagne tous les jours dans nos allées, dans nos retours. Et c'est le Dieu qui nous permet de pouvoir affronter toutes les difficultés de chaque jour. Donc c'est un Dieu protecteur, c'est un Dieu de grâce. Il nous fait la grâce dans toutes nos actions. CCC, c'est une église qui faisait du bien à tout le monde. Tout le monde a envie d'arriver à CCC. Je ne sais pas si c'est les handicaps ou c'est les jeux d'ennemis. Mais moi, je compte aujourd'hui sur Dieu. Selon tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai entendu. Bon, Dieu lui prête une longue vie.
Le régime militaire nigérien issu d'un coup d'État a accusé samedi la France de déployer des forces dans plusieurs pays ouest-africains en vue d'une agression contre le Niger. La junte dit avoir constaté que des avions militaires, des hélicoptères ainsi que des véhicules blindés auraient été déployés en Côte d'Ivoire et au Bénin. Il y a lieu de porter à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale qu'en dépit de l'annonce de ce plan de retrait, la France continue de déployer ses forces dans plusieurs pays de la CEDEAO, dans le cadre des préparatifs d'une agression contre le Niger qu'elle envisage en collaboration avec cette organisation communautaire. Paris ne reconnaît pas le régime militaire du général Tchiani à la tête du coup d'État. Lors d'une conférence de presse à l'issue du sommet du G20 en Inde, le président français Emmanuel Macron a répété que la France ne prendrait de décision sur le Niger que sur la base d'échanges avec le président Bazoum. Un coup d'État depuis juillet dernier retient en otage un président démocratiquement élu. La France a une position simple, nous le condamnons, nous demandons la libération du président Bazoum et la restauration de l'ordre constitutionnel, et nous ne reconnaissons aucune légitimité aux déclarations des putschistes, puisque le président Bazoum n'a pas renoncé à son pouvoir. Et donc, si nous redéployons quoi que ce soit, je ne le ferai qu'à la demande du président Bazoum et en coordination avec lui. Pas avec des responsables qui aujourd'hui prennent en otage un président. Sur ce sujet, depuis le premier jour, la France se coordonne avec l'ensemble des présidents de la région et des chefs d'État et de gouvernement, et nous soutenons pleinement les positions de la CEDEAO. Le Niger est un partenaire stratégique de la France qui compte actuellement quelques 1500 militaires dans ce pays clé dans la lutte anti-djihadiste. Un délai de 2 ans avant les élections au Gabon est un objectif raisonnable selon le Premier ministre de transition. Juste après le coup d'État, le général Brice Oligui Nguema, à la tête du pays, avait promis de rendre le pouvoir aux civils. Mais pour l'instant, il n'a pas annoncé la durée de la transition. Le processus que nous devons conduire pour arriver à cette élection est un processus inclusif. Qui dit inclusif dit des discussions et des concertations qui vont associer beaucoup de gens. Il y aura donc des allers-retours, des synthèses, des restitutions et des validations des résultats qu'on aura obtenus à mi-parcours. Par conséquent, je crois que ça peut se dérouler dans un intervalle de 24 mois. La charte de transition mise en place par les militaires interdit aux membres du gouvernement provisoire de se présenter aux prochaines élections, y compris le Premier ministre. Mais elle n'interdit pas au général Oligui Nguema de briguer la présidence. Moi, ce que j'avais dit, c'est qu'il ne serait pas bon que les militaires se présentent pour qu'ils soient des arbitres impartiaux et objectifs de l'élection. C'est ça que j'ai dit. Bon, maintenant, comme le dit le président de la transition, c'est un point qui devrait être discuté par toutes les parties, tous les gens qui seront associés à la préparation des différents textes. Le général Oligui Nguema a désigné notamment la présidence des militaires chargés pour la plupart des mêmes secteurs que les ministres. Certains se demandent donc si le Premier ministre est réellement autonome. Est-ce que j'aurai les mains libres? Ça, je ne peux pas le savoir à l'heure actuelle. On le verra. Mais je pense que ça dépendra de ce que les militaires voudront obtenir. Parce que s'ils veulent obtenir un résultat qui est satisfaisant, ce sera leur intérêt de laisser les mains libres à ceux qu'ils ont appelés à venir participer avec eux. Raymond Dongsima a annoncé samedi la composition de son gouvernement qui comprend d'anciens ministres du président Ali Bongo, des membres de l'opposition et de la société civile. C'est la récolte dans cette exploitation horticole au Kenya. Désormais, les exploitants se tournent vers des installations mobiles de stockage frigorifique alimentées par l'énergie solaire afin de réduire la quantité de produits qui pourrissent à des températures élevées. Des entrepôts fournis notamment par Sofresh. Entre la structure et les courtiers habituels, la différence est de taille. Il y a une énorme différence entre Socofresh et les courtiers. Lorsque l'on fait appel à des courtiers, nous enregistrons des pertes dans l'exploitation à cause de leur retard. Socofresh, par contre, récolte à temps, paye immédiatement et stocke les produits dans des chambres froides. La plupart des produits agricoles du Kenya proviennent de petits exploitants des zones rurales, comme ici dans le comté de Makueni,
Nombre d'entre eux n'ont pas accès à des entrepôts frigorifiques adéquats. Les courtiers disent qu'ils arrivent récoltés, mais ils mettent du temps. Ce qui fait que nos oranges se gâtent. Maintenant, nous avons Soko Fresh et ils se débrouillent bien et nous payent à temps. En proposant des entrepôts frigorifiques mobiles alimentés par l'énergie solaire, Soko Fresh a gagné la confiance des agriculteurs qui espèrent réduire les pertes post-récolte des produits frais. Sachant que nous sommes sous les tropiques, l'énergie solaire est l'une des sources d'énergie gratuite qui pourrait réduire nos coûts d'exploitation. Nous avons donc opté pour cette énergie qui nous permet de nous déployer partout dans le pays, même dans les zones rurales où l'électricité n'est pas toujours fiable. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, on estime que 30 à 40% des produits horticoles d'Afrique subsaharienne périssent avant d'arriver sur le marché en raison de chaînes d'approvisionnement informelles et peu fiables. Au moins 150 personnes ont été tuées dimanche à cause des inondations provoquées par la tempête Daniel dans l'est de la Libye. Les pluies diluviennes ont frappé les villes côtières du Jabal al-Akdar dans le nord-est, mais également Benghazi où un couvre-feu a été décrété et les écoles fermées. Des équipes de secours ont été dépêchées dimanche à Derna. Les autorités de l'Est ont perdu le contact avec 9 soldats lors des opérations de sauvetage dans cette ville. Des centaines d'habitants y sont toujours bloqués dans des zones difficiles d'accès. Les autorités municipales ont appelé à l'aide nationale et internationale. Selon elles, 4 ponts principaux et 2 immeubles se sont effondrés. Lundi, lors d'un conseil des ministres extraordinaire diffusé à la télévision, le Premier ministre Abdelhamid Bedda a annoncé 3 jours de deuil national, appelant à l'unité de tous les Libyens face à cette catastrophe. La tempête Daniel a aussi frappé la Grèce, la Turquie et la Bulgarie. L'Égypte a appelé à la prudence sur la côte nord qui borde l'est de la Libye et a annoncé entamer des préparatifs pour minimiser l'impact de la tempête. Après le tremblement de terre qui a fait officiellement près de 2500 morts au Maroc, les sauveteurs restent sur le qui-vive. Le royaume chérifien a accepté l'aide de 4 pays dans les opérations de recherche. Dans la localité de Moulay Ibrahim, les survivants racontent les premiers instants du séisme. Quand le tremblement de terre a frappé, je suis rentré à la maison. Elle était détruite et les enfants sous les décombres. Je ne pensais pas qu'un seul d'entre eux s'en sortirait vivant, vu l'ampleur de la destruction de la maison. Je me suis réveillé quand la maison a tremblé. J'ai vu le toit s'effondrer. J'ai essayé de faire sortir les enfants, mais je n'y suis pas arrivé. Nous avons crié et des gens nous ont entendus et sont venus nous sortir des décombres. Le tremblement de terre a anéanti des villages entiers dans les contreforts de l'Atlas. De nombreuses maisons dans les villages de montagne isolés ont été construites en briques de terre. Le bilan humain du tremblement de terre qui a semé destruction et dévastation dans la région d'Al-Haouz au Maroc ne cesse de s'alourdir. Les secousses d'une magnitude de 6,8 ont réduit les villages en décombres. Le sismologue Richard Walker de l'Université d'Oxford affirme que plusieurs facteurs ont rendu le séisme de vendredi si meurtrier. Il s'agit d'un tremblement de terre qui se produit dans une zone avec une population où il y a une grande vulnérabilité en termes de type de bâtiment aux sources sismiques. Ainsi, la construction en maçonnerie non armée, le genre de style plus rural, qui ne résiste pas malheureusement en cas de fortes secousses. De plus, c'est un tremblement de terre qui est relativement peu profond. Cela signifie que les ondes du tremblement de terre ont pris moins de distance pour atteindre la surface et avaient donc en elles plus d'énergie.
Autre chose très importante est le fait que cela s'est produit pendant la nuit, après 23 heures, heure locale, et que les gens étaient chez eux, ils dormaient, beaucoup de gens seraient restés coincés dans les décombres. La position géographique du Maroc en fait un territoire à l'activité sismique intense. Explication avec Rémi Bossu, directeur du centre sismologique euroméditerranéen. Toute l'activité sismique dans la région Euromède, du Portugal à la Turquie, est liée au fait que la plaque africaine se déplace vers le nord et entre en collision avec la plaque eurasienne. L'activité est beaucoup plus élevée en Turquie, en Grèce. À l'ouest, c'est moins actif, donc le mouvement est généralement de quelques millimètres par an. Mais bien sûr, lorsque vous l'accumulez, au fil des siècles, le raccourcissement est important. Et c'est pourquoi il y a une sismicité active dans toutes ces zones de l'Atlas. Le séisme qui a frappé le Maroc le 8 septembre est le plus violent après le tremblement de terre de magnitude 5,7 qui avait détruit Agadir en 1960 et avait fait plus de 12 000 morts.